Si tu fais ça, elle te priera de revenir, même si elle est avec un autre. Imagine une mer calme après la tempête, où chaque vague trouve son rythme. C'est ainsi que, même au milieu du tumulte émotionnel d'une rupture, tu peux retrouver ton centre. Le stoïcisme te montre comment transformer la douleur en force, et cette transformation commence par le silence et la maîtrise de soi. Tu es peut-être confronté à ce paradoxe, vouloir retrouver le calme tout en cherchant à provoquer une réaction. Marc Aurèle disait « La tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit, le royaume de soi-même ». Il est temps d'apprendre à dompter ce besoin de contrôle. Découvre cette leçon pour te guider vers la libération émotionnelle et la confiance retrouvée. Abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes et laisse-nous un like sous cette vidéo. Dis-nous en commentaire comment tu transformes tes tempêtes en mer calme. Ensemble, explorons comment chaque leçon peut t'aider à retrouver ton propre rythme intérieur. Entrons dans la première leçon et voyons comment reconquérir ton amour-propre après une rupture. Écoutons ce que dit la première leçon. Reconquérir l'amour-propre après la rupture. Le drap froissé, le réveil qui continue de tourner, le bruit de la ville derrière les volets clos. Vous vous êtes dit des mots durs la veille et tu te réveilles seul dans le lit. Le silence paraît plus lourd que d'habitude, comme si chaque son rappelait l'absence de ton conjoint. Tu restes là à fixer le plafond, partagé entre colère et vide. Souvent, dans ces moments-là, on cherche à combler le manque en se raccrochant à ce qui vient de finir. Tu relis les messages, tu rejoues les conversations pour comprendre où tout a basculé. Mais ce réflexe t'enferme dans une boucle. Tu cherches une réparation immédiate, alors que c'est ton jugement sur toi-même qu'il faut réajuster. La rupture nous apprend à redécouvrir notre valeur. Elle confronte à l'impuissance et oblige à accepter ce qu'on ne peut pas changer. Ce n'est pas l'événement, c'est mon jugement qui entretient la douleur bien plus longtemps que nécessaire. Comme le disait Sénèque, « Où que tu ailles, ton âme t'y suivra ». Autrement dit, si tu ne changes pas ton regard sur toi-même, même un nouveau départ portera encore l'ombre du passé. Le cliquetis de ses couverts, la lumière jaune au-dessus de la table, le silence après ces mots. Ta compagne te dit au milieu du dîner qu'elle a besoin de prendre du recul sur la relation. Le cœur se serre immédiatement et tu sens monter cette panique familière, peur d'être rejeté, besoin de convaincre. Pourtant, c'est précisément là qu'il faut apprendre à laisser être ce qui est. Les mots laissés en suspens révèlent souvent ce qui doit être compris. Au lieu de chercher à tout réparer ou à te justifier, fais une pause volontaire. Concrètement, ça veut dire respirer avant d'agir, écrire pour clarifier tes pensées, plutôt que d'envoyer un message impulsif. Ce recul t'aide à voir non pas ce que tu perds, mais ce que tu peux reconstruire en toi. Face à la rupture, apprenons à renforcer notre amour-propre. Je me concentre sur ce qui dépend de moi. Je choisis de voir la situation différemment. Je ne suis pas défini par cette relation. Je me donne le temps qu'il faut. Je suis assez, même seul. Comme le rappelle Sénèque, remets toute chose et tu ne trouveras jamais de temps. Concrètement, ça veut dire que reprendre confiance ne peut pas être repoussé. Ça commence dès maintenant par une action simple, chaque jour. Reconquérir son amour-propre n'est pas un geste envers l'autre, mais envers soi-même. Comprendre cela est une chose. L'appliquer au silence du quotidien en est une autre. Voyons comment le silence peut devenir une force. Relevons la deuxième leçon. La maîtrise du silence comme force intérieure. Le bruit feutré de la moquette sous tes pas, la lueur des spots sur les tableaux, le chuchotement des autres visiteurs. Dans un musée, tu te rends compte que tu es venu plus pour le raconter que pour regarder. Tu sens ton téléphone dans ta poche, prêt à capturer une image. Pourtant, au fond, quelque chose en toi cherche simplement à se poser dans le calme. Souvent, dans ce genre de moment, tu t'empresses de partager ce que tu vois ou ressens.
Tu veux montrer que tu y étais, prouver que tu vis quelque chose d'intéressant. Mais en parlant trop vite ou trop fort, tu perds la présence même du moment. Le besoin d'exprimer prend la place de l'expérience réelle. Le silence stratégique nous donne l'espace pour réfléchir. Quand tu apprends à garder ton calme alors que tout pousse à réagir, tu découvres une clarté nouvelle. Tes intentions se reformulent avant même de passer par les mots. Comme le disait Marc Aurèle, accoutume-toi à ne penser que des choses que tu ne craindrais pas de dire tout haut. Autrement dit, si ton esprit reste tranquille dans le silence, il n'a plus besoin de se justifier par des paroles précipitées. L'écran qui s'illumine, le silence du bureau vide, le parking qui se vide derrière la vitre. Le mail du chef tombe à 17h58 un vendredi. Réunion critique ajoutée lundi 8h. L'instinct voudrait répondre tout de suite, exprimer ton agacement ou ta lassitude. Mais dans cet instant suspendu, c'est ton silence qui devient ta meilleure réponse. Le silence est souvent plus puissant que les mots. Au lieu de rédiger un message sec ou ironique, garde-le en brouillon et ferme ton ordinateur. Concrètement, ça veut dire accepter de ne pas avoir le dernier mot immédiatement. Ce court espace te permet de revenir avec une intention claire plutôt qu'une réaction impulsive. Utilisons le silence pour renforcer notre intérieur. Je choisis de me taire pour réfléchir. Je laisse le silence parler pour moi. Je calme mon esprit par le silence. Je n'ai pas besoin de réagir maintenant. Je m'accorde un temps de réflexion. Comme le rappelle Épictète, nous avons 2 oreilles et une seule bouche afin d'écouter davantage et de parler moins. Concrètement, ça veut dire que chaque pause t'offre une chance d'entendre avant d'agir. Le silence est une force intérieure quand il sert à clarifier plutôt qu'à fuir. Comprendre cela est une chose, l'appliquer à la solitude en est une autre. Reprenons contact avec la 3e leçon. Quand la solitude devient une alliée, l'odeur du chlore, le bruit des jouets qu'on range, la lumière qui baisse sur la terrasse. Tes petits-enfants te disent qu'ils préfèrent rentrer plus tôt chez eux, alors que tu avais tout préparé pour le week-end. Tu restes là, les verres encore sur la table, un peu vide, comme si tout ton élan venait de s'éteindre. Le silence s'installe et tu te demandes à quoi bon ces efforts. Souvent, dans ces moments-là, on se sent rejeté. On ressasse les heures passées à prévoir. On se dit qu'on compte moins qu'avant. Alors on cherche à combler ce vide en appelant quelqu'un ou en allumant la télévision. Mais cette agitation ne fait que repousser l'inconfort. Elle ne le transforme pas. Être seul nous permet de renouer avec nous-mêmes. Ce n'est pas l'événement qui te blesse, c'est ton jugement. Tu interprètes cette solitude comme une perte, alors qu'elle peut être un espace de recentrage. Comme le disait Sénèque, retire-toi en toi-même autant que possible. Fréquente ceux qui te rendent meilleur. Autrement dit, apprends à faire partie de ces bons compagnons pour toi-même avant de chercher leur présence ailleurs. L'odeur du café dans la salle de pause, les rires qui se taisent quand tu entres, une miette de pain sur la table. Tu découvres par hasard que tes collègues ont déjeuné ensemble sans te prévenir. Tu souris par réflexe, mais au fond tu sens une pointe d'exclusion. C'est le même mécanisme. Tu prêtes aux autres un pouvoir qu'ils n'ont pas sur ta valeur. La solitude est une chance de mieux se connaître. Au lieu de fuir ce moment en cherchant une distraction immédiate, reste avec ce que tu ressens et observe sans jugement. Concrètement, ça veut dire t'accorder du temps pour comprendre ce qui t'importe vraiment. Écrire quelques lignes, marcher seul, ou simplement ne rien faire pendant un instant. La solitude est mon allié quand elle devient un miroir plutôt qu'un manque. Voyons comment tirer parti de la solitude. J'apprécie le temps seul pour réfléchir. La solitude est une chance de me ressourcer. Je suis complet même sans les autres. Je me concentre sur ce qui est important pour moi. Je choisis de voir le positif dans la solitude. Comme le rappelle Musonius Rufus, l'exil ne prive de rien ceux qui savent vivre en eux-mêmes. Concrètement, ça veut dire que ton équilibre dépend moins des autres que de ta capacité à être présent à toi-même.
Reconnaître cela change déjà beaucoup. Ce n'est plus la solitude qui décide de ton humeur, c'est toi qui décides du sens qu'elle prend. Comprendre cela est une chose, l'appliquer à tes liens quotidiens en est une autre. Plaçons la lumière sur la 4e leçon, la transformation par l'acceptation. Les boutons défraîchés de la machine, le bip des produits, les talons d'une cliente pressée derrière toi, la caissière te parle comme à un enfant parce que tu n'as pas compris la nouvelle machine en libre service. Tu sens la chaleur dans ton visage, entre gêne et colère contenue. Ce moment banal devient soudain lourd, comme si toute ton estime dépendait de ce regard étranger. Souvent, tu réponds par un soupir, un mot sec ou un repli silencieux. Tu ressasses ensuite la scène, en te répétant que les gens manquent de respect. Mais cette réaction ne change rien. Elle prolonge juste ton malaise et alourdit ta journée. Accepter les petites frustrations redéfinit notre équilibre. Le stoïcien apprend à distinguer ce qui dépend de lui, sa réaction de ce qui ne dépend pas de lui, l'attitude d'autrui. Accepter ce qu'on ne peut pas changer, c'est refuser d'ajouter une lutte inutile à une contrariété passagère. Comme le disait Marc Aurèle, ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi. Le destin est suspendu au-dessus de ta tête. Tant que tu vis, tant que cela t'est possible, deviens bon. Autrement dit, chaque instant perdu à ruminer est un instant volé à ta propre paix. Le cliquetis des assiettes dans l'évier, le ronronnement du lave-vaisselle qui démarre, la pendule du salon qui sonne 10 heures. Tu apprends que ton enfant adulte a raconté à ses amis une version déformée de ton passé. Ta première impulsion est de corriger, d'exiger réparation ou reconnaissance. Pourtant, cette bataille-là ne t'apporterait qu'amertume et distance. Accepter les faits permet d'alléger son fardeau. Au lieu de vouloir tout rectifier, choisis ce que tu veux préserver, ta sérénité ou ton image. Concrètement, ça veut dire écouter sans réagir immédiatement, puis décider s'il vaut la peine d'en parler calmement plus tard. Répéter intérieurement « J'accepte ce qui ne dépend pas de moi » t'aide à te désengager du réflexe défensif. Voyons comment l'acceptation nous transforme. Je fais ce que je peux et lâche le reste. Tout le monde fait des erreurs, y compris moi. J'accepte ce que je ne peux changer. Je laisse aller ce qui ne dépend pas de moi. Je garde mon calme face aux imprévus, comme le rappelle Musonius Rufus. S'habituer au froid, au chaud, à la soif, à la faim, à la nourriture simple, à la couche dure, à s'abstenir des plaisirs, voilà ce qui forge l'endurance. Concrètement, ça veut dire que chaque inconfort accepté renforce ta capacité à rester stable dans les tempêtes ordinaires. L'acceptation n'est pas résignation mais lucidité. Elle te libère du poids inutile des combats perdus d'avance. Comprendre cela est une chose. L'appliquer au détachement et à la clarté qu'il apporte en est une autre. Explorons la 5e leçon. Quand le détachement mène à la clarté, la sueur dans ton dos, le ventilateur qui brasse l'air chaud, la lumière bleue du réveil à 3h14. Tu te réveilles en pleine nuit, avec une douleur dans la poitrine qui ne passe pas. Ton esprit s'emballe aussitôt, tu imagines le pire, tu comptes les secondes, tu t'écoutes respirer. Tout ton corps se tend autour d'une peur qui grandit plus vite que la réalité ne l'exige. La réaction habituelle, c'est de chercher immédiatement une explication dramatique ou de passer la nuit à vérifier si la douleur revient. On lutte contre l'incertitude en multipliant les scénarios. Mais cette agitation intérieure ne résout rien. Elle amplifie seulement le malaise et brouille ta perception des faits. Le détachement simplifie la complexité des événements. Faire sa part, puis lâcher, c'est accepter de distinguer ce que tu peux vérifier maintenant de ce que tu supposes. Comme le disait Sénèque, il y a plus de choses qui nous effraient que de choses qui nous blessent, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Autrement dit, ce n'est pas la douleur qui te ronge, mais tout ce que ton esprit en déduit sans preuve. L'odeur de pain chaud,
le cliquetis de la monnaie, le regard fuyant du commerçant. Le commerçant te rend la monnaie en moins et fait semblant de ne pas comprendre quand tu lui signales. Tu sens une bouffée d'agacement monter, l'injustice est minime, mais ton esprit s'y accroche. Là encore, ton énergie se disperse dans ce qui échappe à ton contrôle immédiat. Le détachement nous offre une vue plus claire. Au lieu de ressasser ou d'exiger qu'il admette sa faute, garde ton calme et constate simplement les faits. Concrètement, ça veut dire faire ta part, signaler l'erreur, puis passer à autre chose sans nourrir l'amertume. Je lâche prise pour voir plus clairement. Découvrez comment le lâcher-prise t'éclaire. Je fais ma part et lâche le reste. Je ne contrôle pas tout, et c'est bien ainsi. Je lâche ce qui ne m'appartient pas. Je vois les choses telles qu'elles sont. Je choisis la clarté plutôt que l'anxiété. Comme le rappelle Marc Aurèle, dans peu, tu auras tout oublié. Dans peu, tous t'auront oublié. Concrètement, ça veut dire que chaque contrariété finit par s'effacer si tu refuses de l'entretenir. Le détachement n'est donc pas une fuite, mais un tri lucide entre l'essentiel et le reste. Comprendre cela est une chose. L'appliquer, quand les émotions prennent le dessus, en est une autre. Accordons notre attention à la 6e leçon. La paix est retrouvée par le silence intérieur, le bip régulier des moniteurs, l'odeur d'antiseptique, le souffle du régulateur d'oxygène à côté du lit. Tu tiens la main d'un proche en fin de vie et tu cherches quoi dire sans trouver les mots. Le silence t'enveloppe, mais ton esprit se débat pour combler ce vide. Chaque seconde semble demander une parole, comme si se taire était une faute. La réaction habituelle, dans ces moments, c'est de vouloir tout remplir, dire quelque chose pour apaiser, pour prouver qu'on est là. On parle trop vite, on cherche la phrase juste, et souvent on ajoute de la tension, au lieu d'en retirer. Parce qu'en voulant contrôler l'instant avec des mots, on perd la présence réelle qu'offre le silence. Le silence intérieur est un refuge face aux tempêtes extérieures. Il ne s'agit pas de fuir ou de s'effacer, mais de garder son calme quand l'autre perd le sien ou quand la situation échappe à tout contrôle. Comme le disait Épictète, dans la plupart des circonstances, garde le silence. Ou, si tu parles, que ce soit pour dire le nécessaire et en peu de mots. Autrement dit, parler moins n'est pas une faiblesse. C'est un moyen de rester lucide et d'agir avec justesse. Le glissement des touches du clavier, le ventilateur du portable qui s'emballe, le silence de la maison endormie. Tu relis pour la 7e fois ton mail avant de l'envoyer, paralysé par la peur d'être mal compris. Tu modifies un mot puis un autre. En réalité, ce n'est pas ton message que tu ajustes, c'est ton besoin d'être rassuré qui prend toute la place. Le silence intérieur apporte une paix durable. Au lieu de chercher à tout corriger ou à tout dire parfaitement, fais une pause avant d'agir. Respire et observe ce que tu ressens sans t'y attacher. Concrètement, ça veut dire répondre avec mesure plutôt qu'avec précipitation, même dans les échanges les plus banals. Voyons comment le silence intérieur peut être une source de paix. Je reste calme, quoi qu'il arrive. Je trouve la paix dans le silence. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je suis en paix avec mon silence. Je me parle calmement dans mon esprit. Comme le rappelle Épictète, nous avons 2 oreilles et une seule bouche, afin d'écouter davantage et de parler moins. Concrètement, ça veut dire que tu apprends plus en écoutant qu'en réagissant trop vite. Je trouve la paix dans le silence intérieur. Se taire parfois n'est pas renoncer. C'est choisir où mettre son énergie quand tout semble te pousser à parler ou agir trop vite. Comprendre cela est une chose, l'appliquer à ton autonomie émotionnelle en est une autre. Clôturons avec la dernière leçon. La sagesse réside dans l'autonomie émotionnelle, le souffle du radiateur qui s'allume, la vibration discrète du téléphone qu'on ignore, la lumière jaune de la lampe de bureau. Tu dois rendre un rapport dans 2 heures et tu n'as pas encore écrit la première ligne. La tension monte, ton cœur s'accélère, chaque minute semble te condamner.
Dans ce moment, tout paraît dépendre de ta capacité à produire vite, comme si ton calme intérieur était à vendre contre quelques lignes bien tournées. Souvent, tu t'agaces, tu t'accuses, tu forces les mots à venir. Tu crois que la pression t'aidera à avancer alors qu'elle te paralyse, à vouloir tout contrôler, le temps, le résultat, ton propre stress. Tu épuises l'énergie qu'il te faudrait pour agir sereinement. Maîtriser ses émotions est un signe de sagesse. Ce n'est pas l'événement en soi qui trouble ton esprit, mais ton jugement sur cet événement. Comme le disait Marc Aurèle, ne dis pas « j'ai perdu cela », mais « je l'ai rendu ». Autrement dit, ce qui t'appartient vraiment n'est pas le contrôle du monde extérieur, mais ta manière d'y répondre. Je reste maître de mes émotions. Le ronronnement sourd du métro, le bruit des talons sur le quai carrelé, l'écho métallique des annonces qui se chevauchent. Dans la rame bondée, quelqu'un te pousse et t'accuse d'avoir poussé en premier. Ton réflexe serait de répliquer sèchement ou de te justifier avec colère. Pourtant, ce n'est pas la bousculade qui te trouble, c'est ta décision de la prendre pour une attaque personnelle. Les émotions ne doivent pas dicter notre conduite. Au lieu de répondre sous l'effet du choc ou de l'ego blessé, prends une seconde pour respirer et observer ce qui se passe en toi. Concrètement, ça veut dire choisir ta réponse avant qu'elle ne t'échappe. L'autonomie émotionnelle ne supprime pas les émotions, elle les remet simplement à leur juste place. Explorons comment l'autonomie émotionnelle construit notre sagesse. Je garde mes émotions sous contrôle, je choisis ma réponse, pas ma réaction. Je suis maître de mon monde intérieur. Je reste calme face aux provocations. Je me concentre sur ce que je peux changer. Comme le rappelle Sénèque, pendant que nous différons de vivre, la vie passe. Concrètement, ça veut dire que chaque instant perdu à ruminer est un instant volé à ta tranquillité d'esprit. La sagesse ne consiste pas à fuir les émotions, mais à ne plus leur obéir aveuglément. Quand tu comprends que ta paix dépend de toi seul, tu cesses d'être ballotté par les gestes ou les paroles des autres. Voilà ce que signifie vraiment être libre intérieurement. Je reste maître de mes émotions. Tu viens d'accomplir un parcours de transformation intérieure. Tu as compris que la véritable reconquête ne commence pas par l'autre, mais par toi. Chaque silence que tu choisis n'est plus une absence, mais un espace sacré où ton esprit se reconstruit. En apprenant à retrouve-toi d'abord, tu t'es offert bien plus qu'une revanche émotionnelle. Tu as retrouvé ton centre, ta paix et ta force stoïcienne. Aujourd'hui, ta maîtrise du silence n'est plus un retrait, c'est une affirmation. Tu ne cours plus après ce qui t'échappe. Tu incarnes désormais la stabilité que l'autre perçoit et respecte. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Dans cette perspective, le contact zéro devient une pratique de liberté, non de fuite, un acte conscient qui te rend souverain face à la tentation du désespoir et de la dépendance émotionnelle. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre comment le stoïcisme peut guider ta propre renaissance après la rupture, rejoins notre communauté des esprits en quête de clarté et de maîtrise intérieure. Abonne-toi à Leçons stoïciennes, partage ton expérience en commentaire et inspire ceux qui traversent le même chemin vers l'autonomie émotionnelle. Ensemble, nous faisons du silence un art et de chaque épreuve une initiation. Souviens-toi, la véritable victoire n'est pas de reconquérir quelqu'un, c'est de te reconquérir toi-même.